Top. Apparemment, Ok. c'est bon. Donc, je suis Sarah de Together. Je vais en fait rester tout le long de la présentation en backup. Je suis la régie. Donc, si jamais vous avez un souci technique, n'hésitez pas à me l'indiquer sur le chat. Et puis, voilà, je vais vous laisser entre bonnes mains d'Alexia. Très bonne formation à vous tous. Bonjour à tous, bienvenue. Merci beaucoup de votre intérêt pour le Chiapas. C'est vraiment une région que j'affectionne particulièrement. C'est vraiment ma région coup de cœur. On va attendre 2 petites minutes le temps que d'autres personnes se connectent peut-être. En attendant, je vais peut-être vous présenter l'outil. Peut-être il y a des personnes qui l'utilisent pour la première fois. Donc voilà, bon, apparemment, vous avez bien compris le chat sur la droite. Vous pouvez interagir avec moi. J'essaierai de lire régulièrement si vous avez des questions pendant la présentation. Aussi, moi, je vais vous poser quelques questions au début. Donc, en fait, vous pourrez interagir directement avec l'écran. Donc, en fait, dès que vous voyez une réponse qui vous semble juste, vous pouvez la sélectionner directement et interagir avec votre écran. Voilà. Bon, j'espère que vous m'entendez bien, qu'il n'y a pas de bug de connexion, que vous me voyez bien. On va attendre 2 petites minutes. Bon, alors ici au Mexique, le confinement est… Bon, alors je voulais pas parler de confinement, je voulais vous faire voyager plutôt dans la jungle et dans le Chiapas. Mais voilà, juste pour vous faire un petit update, au Mexique, on est en confinement jusqu'au 30 mai. Voilà, donc c'est un petit peu moins strict évidemment qu'en France, le confinement, bien entendu. On n'est pas du tout sur la même situation économique. En France, malheureusement, les personnes n'ont pas autant d'aide. Voilà, donc du coup, le confinement n'est pas aussi strict qu'en France. Il y a malheureusement à peu près 50% de la population au Mexique, voilà, qui vit au jour le jour, voilà, en travaillant dans la rue avec du travail un petit peu informel. Donc voilà, du coup, on n'est pas sur le même schéma. Mais en tout cas, nous, toute l'équipe Mexico, depuis que le confinement et même depuis que le coronavirus a été annoncé en France, on travaille tous depuis la maison, comme vous pouvez le voir. Ici, il est 8 heures du matin, donc on a 7 heures de différence. Donc, désolée si j'ai des petits yeux. Voilà. Bon, en fait, il est 8h03, 15h03, donc peut-être qu'on va commencer. Voilà, d'où le petit thé. On avait besoin un petit peu pour être réveillé pour vous, voilà. Bon, chouette. Bon, si on va commencer du coup. Les petits, merci. Les petits retardataires, voilà, pourront voir le début de la présentation en replay. Donc du coup, moi, je vais vous présenter aujourd'hui le Chiapas. C'est vraiment ma région coup de cœur au Mexique. Voilà, une région méconnue, hein, puisqu'on la promeut pas beaucoup. D'ailleurs, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà le Chiapas dans votre production? Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'agences de voyage connectées. Est-ce que vous avez, vous, le Chiapas dans votre production? Oui. Bon, il y en a beaucoup déjà. Ok, chouette. Génial. Moi, j'adore cette région. Bon, du coup, il y a beaucoup de personnes. Voyage prévu au Chiapas à Mexico en novembre, probablement reporté. Oui, Joanne, malheureusement. Mais bon, ce n'est que partie remise. Et d'ailleurs, voilà, pour ceux qui proposent déjà le Chiapas, vous devez sûrement connaître le Canyon des Sumideros, vous devez connaître Lagos de Montebello. Et moi, aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter ces endroits. Donc, tous les endroits, je pense que vous connaissez déjà, ne vont pas apparaître dans cette formation et c'est voulu. Voilà, j'aimerais vraiment m'étendre sur des endroits authentiques. On va vraiment aujourd'hui des endroits hors des sentiers battus. On va aller au contact des populations locales. On va vraiment vivre un voyage différent. Donc voilà, donc ne vous étonnez pas si vous ne voyez pas Canyon des Sumideros, Agua Azul, voilà, des incontournables du Chiapas. Vraiment, l'idée d'aujourd'hui, c'est de se focaliser sur des endroits un petit peu les trésors du Chiapas. D'ailleurs, c'est le thème de notre formation. Bon, alors avant tout, je vais vous poser moi quelques questions sur le Chiapas. Donc là, normalement, vous allez voir des questions apparaître sur votre écran. Donc la première question, c'est est-ce que vous avez déjà voyagé au Mexique? Donc ça, c'est plutôt pour moi, voilà, pour me rendre compte un petit peu, voilà, qui a déjà mis les pieds sur le territoire mexicain. La deuxième question, c'est quels sont les États limitrophes du Chiapas? Donc ça va être pour un petit peu situer cette région. On sait déjà qu'elle touche le Guatemala.
Mais voilà, donc, du coup, là, c'est l'idée de voir un petit peu les États. Pour vous donner un petit indice, il y a 3 États qui bordent le Chiapas. Et la troisième question, c'est de combien d'écosystèmes est composé l'État du Chiapas. Donc, je vois qu'il y a une tendance qui se dessine. Donc, je vais vous laisser un petit peu le temps de répondre aux questions. Bah oui, je comprends, Lucie. Et j'espère que cette présentation vous donnera encore plus envie d'aller découvrir le Chiapas. Alors, je vous laisse encore 2 petites minutes pour répondre. On a 35% des personnes qui ont répondu. Ouais, moi, le Chiapas, j'adore. Franchement, alors mon cœur balance entre la Basse-Californie et le Chiapas au Mexique. On a vraiment, alors la magie du Mexique, c'est qu'on a plusieurs pays en un. Donc, on a vraiment des paysages et des univers complètement différents. Le Chiapas, c'est aux antipodes de la Basse-Californie. Vraiment, la Basse-Californie, c'est du désert. Enfin, voilà, c'est des cactus. Et ça n'a rien à voir. C'est des paysages assez lunaires. Et le Chiapas, on est vraiment sur un climat très tropical. Donc, du coup, c'est vraiment mon cœur balance entre les deux. Mais le Chiapas, quand même, a le mérite d'être très authentique. Bon, je vais partager les résultats. Hop là. Alors, du coup, nous avons la majorité des personnes qui ne sont pas encore allées au Mexique. D'accord. Donc, je vais essayer de recontextualiser des informations assez générales pendant la présentation quand même pour pas prendre, enfin, à partir du principe que vous connaissez déjà. Alors, quels sont les États limitrophes du Chiapas? Alors, nous avons Oaxaca en tête, Yucatan, Tabasco et Campeche. Alors, les États qui bordent le Yucatan, je vais vous montrer une petite carte juste après. Donc, c'est Oaxaca, Veracruz et Tabasco. Voilà. Du coup, pas de Yucatan. Ça ne touche pas le Yucatan, même si on associe en général, il y a des boucles qui sont possibles. On va regarder la petite map juste après. Mais oui, vous allez voir en détail les États qui bordent et de combien d'écosystèmes est composé l'État du Chiapas. Donc, c'est bien 7. Il y a 7 écosystèmes. Donc, il y a le marin, mangrove, jungle tropicale, forêt de conifères. Enfin, voilà, il y en a 7 en tout pour pas en oublier. Donc, on a la savane côtière, forêt humide à feuilles persistantes et la forêt de feuilles, en plus de ce que je vous ai déjà dit. Donc, on a 7 écosystèmes différents. Donc, ça, c'est vraiment la richesse du Chiapas. On peut retenir, c'est la nature. Vraiment, ce voyage est vraiment destiné aux personnes qui adorent la nature. Alors, évidemment aussi l'archéologie et l'histoire, le contact avec les populations locales, mais c'est vraiment une région de nature pour les amoureux de la nature, parce qu'on a vraiment une diversité de paysages, une diversité d'écosystèmes. Et c'est vraiment, tous les jours, on a un paysage différent au Chiapas. Et c'est incroyable. Du coup, je vais vous montrer une petite carte. Hop là, juste pour situer un petit peu le Chiapas. Je vais vous montrer mon petit pointeur. Donc, du coup, en fait, on a le Chiapas qui est là. Regardez. Hop là. Donc, on a le Chiapas, bon, évidemment, qui est vraiment collé au Guatemala. D'ailleurs, ça ressemble le Chiapas a des ressemblances avec le Guatemala, hein, des similitudes avec le Guatemala. Et donc, ici, vous voyez, donc, le premier État donc, qui borde le Chiapas, c'est Oaxaca. Oui, Christine, normalement, vous recevez le replay du webinaire juste après la formation. Donc, du coup, on aura Oaxaca. Ensuite, ici, vous voyez l'état de Veracruz. Donc, Oaxaca aussi, hein, ça fera le sujet d'une autre formation, mais c'est vraiment une région que j'affectionne aussi beaucoup. Donc, on a Veracruz et ici, on a le Tabasco. Voilà. Donc, le Tabasco vraiment qui fait frontière entre le Chiapas et Campeche. Donc, en fait, les personnes en général, quand elles font une petite boucle longue, donc de 3 semaines, si elles veulent faire à la fois la péninsule du Yucatan et le Chiapas, ben, en fait, elles passent par ici. Donc, en général, elles arrivent à Cancun, elles descendent sur le Quintana Roo. Ensuite, elles basculent sur Campeche, un petit crochet sur Calakmul. Et ensuite, elles traversent le Tabasco vraiment brièvement et elles arrivent dans le Chiapas. Voilà. Donc, du coup, le Chiapas se situe ici, voilà, bordé de Oaxaca, Veracruz, Tabasco et Guatemala. Et en fait, quand on arrive dans le Chiapas, donc il y a plusieurs manières de voyager dans le Chiapas. On arrive... si on fait juste un voyage dans le Chiapas et qu'on passe pas par le Quintana Roo et le Yucatan, en fait, on arrive en général à Tuxtla Gutiérrez, qui est un petit peu l'aéroport principal du Chiapas.
En fait, on fait la boucle ici, je vais vous la montrer plus tard. Et on repart de Villahermosa. Et Villahermosa, en fait, c'est dans le Tabasco. OK? Donc, du coup, vous allez voir après, on va voir en détail la petite boucle. Mais voilà, c'était juste pour commencer un petit peu à situer la région, où elle se trouve et comment on peut y arriver et comment on peut en repartir. Alors, revenons à notre petite présentation. Alors déjà, nous, qui on est? Donc, Mexico, nous d'ailleurs, notre histoire a commencé dans le Chiapas, parce qu'avec mon associée Élise, quand on arrive au Mexique, notre premier voyage, on l'a fait dans le Chiapas. Bon, à l'époque, on était un peu plus roots. Du coup, on est parti en petit combi dans des petits transports collectifs. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. Voilà, on partait un petit peu à l'aventure et en fait, on a découvert des endroits incroyables, vraiment loin du tourisme de masse. Dans des petites communautés locales, des projets écotouristiques et on avait vraiment envie de les valoriser. C'est comme ça qu'est né Mexico parce qu'en fait, on avait vraiment à valoriser, donner de la lumière à ces projets écotouristiques qui travaillaient un peu dans l'ombre finalement, qui n'ont pas les moyens ou les capacités de promouvoir leurs projets. Donc en fait, on est arrivé là-bas, on se dit mais attends, mais nous on veut montrer ça en fait, on veut promouvoir ce genre de projet puisqu'on avait, nous on est tombé par hasard dessus. En voyageant un petit peu à l'aventure, mais on s'est mis à la place d'un Français qui ne parlait pas forcément espagnol, qui ne connaissait pas le Mexique, il allait jamais tomber par hasard dans ce genre d'endroit. Donc c'est vraiment comme ça que l'histoire de Mexico est née. Donc mais nous maintenant du coup nous sommes 6 à poste temps plein. Du coup on les voit ici à l'écran. Donc c'est la petite team. En plus on a une équipe de super stagiaires. On a 3 stagiaires avec nous qui font du super travail. Et ici à l'écran, vous allez voir Augustin donc qui est en vente. Donc là, c'est vraiment les personnes qui ont contact avec les agences uniquement. Hein, donc pas de comptabilité et la production externe. Donc là, ce sont les personnes qui sont en contact avec les clients et les agences. Donc une équipe de francophones, Liselotte qui assure la conciergerie, Élise, mon associée, Hélène et Alexandrine. Voilà pour la petite présentation. Donc, la particularité de Mexico, c'est quoi? C'est que nous, on propose en fait des itinéraires sur mesure, vraiment qui collent en fonction des profils des voyageurs. Mais c'est vraiment très important pour nous de respecter le pays qu'on visite, d'enseigner, d'éduquer les voyageurs, leur donner des conseils pour respecter la faune locale, respecter les populations, les traditions, etc. On réduit vraiment notre consommation de plastique. On essaye, autant qu'on peut de bannir le plastique de nos usages. On offre d'ailleurs une petite gourde thermo à tous les voyageurs qui voyagent avec nous. Enfin voilà, on essaie vraiment de respecter l'environnement et les écosystèmes dans nos voyages. C'est vraiment primordial. D'ailleurs, l'année dernière, on a lancé, si ça vous intéresse, un itinéraire zéro déchet. Un itinéraire zéro déchet, donc sans plastique et sans excursions à bateau à moteur dans le Yucatan. Donc on utilise des transports qui polluent moins, on respecte la faune locale, donc on ne s'approche jamais des animaux, on va en revenir plus tard, et on réduit l'empreinte écologique. Donc dans le détail, ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment que les excursions se déroulent dans le respect total des animaux. Évidemment, existe-t-il une certification tourisme durable au Mexique? Oui, des sustentabilidad. Il y a beaucoup de nos partenaires d'ailleurs qui l'ont, des hôtels, des projets écotouristiques au Mexique. Mais c'est pour les établissements. Voilà. Donc nous, vraiment les excursions, donc c'est toujours dans le respect des animaux. Jamais on ne s'approche trop des animaux sauvages, on les respecte dans leur environnement naturel et évidemment pas d'animaux en captivité. On intègre vraiment les populations locales au sein de nos itinéraires, vraiment pour répartir l'économie du tourisme de manière plus équitable et qui soit distribuée de manière plus juste. Les hôtels que l'on choisit sont éco-friendly. On a une liste en fait de critères. Et du coup, en fait, on regarde par exemple s'ils proposent des bouteilles en plastique ou s'ils proposent des fontaines d'eau. S'ils utilisent dans la salle de bain des petits échantillons de gel douche ou si c'est des savons ou si c'est des distributeurs en fait plus larges. Voilà, donc on essaie vraiment de regarder beaucoup de critères, s'ils ont des panneaux solaires, etc. D'ailleurs, éco-friendly ne rime pas forcément avec rustique. Hein. On a des très très beaux hôtels qui sont respectueux de l'environnement et des petites structures évidemment. Et ensuite, pour terminer avec la partie, donc on a la réduction des déchets.
On fournit un kit de l'éco-voyageur à tous nos voyageurs avec des pailles en fer pour éviter d'utiliser des pailles en plastique, avec une gourde, avec de la crème solaire biodégradable pour pas affecter les écosystèmes marins. Donc voilà, on essaye vraiment de faire tout ce qu'on peut, tout ce qui est en notre pouvoir pour avoir notre petit impact positif. Et d'ailleurs, cette année, on est en partenariat avec Sea Shepherd. C'est une association que vous devez sûrement connaître, qui veille à la protection des espèces marines notamment. Et du coup, en fait, on organise avec eux aussi du volontariat. Donc, par exemple, des voyageurs qui viennent au Mexique, nous, on leur organise en fait dans leur voyage une après-midi de volontariat avec Sea Shepherd. Donc, ça peut être du nettoyage de plage, ça peut être de la restauration des coraux, etc. Donc, si vous êtes intéressés, c'est avec plaisir. Alors, le Chiapas. Ma région de cœur, j'adore. Donc, c'est hyper varié, comme vous le voyez là, dans les quelques photos. On voit ici sur la droite San Cristobal, San Juan Chamula et ici des enfants. Alors, pour qui ça convient cette région? Parce que, attention, cette région ne convient pas à tout le monde non plus. On est quand même sur un profil de voyageurs aguerris qui ont déjà beaucoup voyagé dans leur vie parce qu'en fait, on va être confronté au Chiapas à certaines différences culturelles beaucoup plus marquées que dans le Yucatan. Le Yucatan et le Quintana Roo, ce sont des régions très développées. Ça n'a rien à voir avec le Chiapas. Hein. Le Chiapas, on traverse des zones très rurales. Il faut être à l'aise. Il faut être à l'aise avec les populations locales parce on va être confronté à des personnes qui parlent encore maya. Il faut le savoir. Hein, dans le Chiapas, on a les mayas Tzotzil, Teltales, on a les Mayas Lacandon et ils parlent encore leur dialecte avant de parler espagnol. Donc, il y a beaucoup de villages dans le Chiapas qu'on va croiser où on ne parle pas espagnol. Voilà, leur langue, quand ils parlent, on n'entend rien. Et c'est des populations autochtones qui, voilà, des fois sont un peu en retrait. Ils n'ont pas forcément le sens du service parce que c'est pas dans leur culture. Ça a toujours été un peu les oubliés du Mexique, le Chiapas. Ils ont toujours été un peu oubliés, délaissés. Et du coup, le tourisme n'est jamais vraiment venu à eux, à part, très concentré sur le canyon des Sumidero, Agua Azul, Palenque et San Cristobal. Mais si on sort de ces deux villes, on n'est vraiment pas. Bonjour Marie, pas de souci. Vous verrez le replay. On est vraiment sur des personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir du tourisme, beaucoup de tourisme jusqu'à eux, donc ils n'ont pas forcément l'habitude. Donc on se sent peut-être des fois mal à l'aise. Ok. Donc du coup, la petite boucle qu'on va voir aujourd'hui, vous la voyez ici sur l'écran. Donc, comme je vous le disais, là, on va se concentrer vraiment sur le Chiapas. Donc, on va arriver sur Tuxtla Gutiérrez, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est vraiment l'aéroport. Donc, il n'y a rien à voir à Tuxtla, ok, qu'on soit d'accord. C'est vraiment juste pour atterrir. C'est comme Cancun, enfin pour nous en tout cas. Voilà, donc de Tuxtla, on va aller à San Cristóbal de las Casas, donc ça c'est magnifique. Enfin, c'est un pueblo mágico dans le Chiapas, donc on a à la fois les empreintes autochtones, mais à la fois aussi les traces de la colonisation espagnole, donc c'est vraiment très intéressant. Je suppute même qu'on est sur le futur San Miguel de Allende du Mexique. Ça devient très tendance San Cristobal pour l'artisanat, etc. Donc c'est vraiment une très belle petite ville. Ensuite, on ira sur Comitán des Dominguez. Donc là, on va s'enfoncer un petit peu dans le Chiapas. On va se rapprocher de la frontière guatémaltèque où on va commencer notre boucle. Donc, on verra tout ce qu'il y a à faire autour de Comitán. Ensuite, on ira à Las Nubes. Donc là, j'adore cet endroit. C'est magnifique. Pour ceux qui ont déjà vu Agua Azul, mais Las Nubes, c'est mille fois mieux. C'est sans monde. Donc, c'est magnifique. Enfin, vraiment, j'adore. C'est un projet écotouristique, en plus, créé par les communautés locales. On en reparlera. Ensuite, on ira à Las Guacamayas. C'est aussi un de mes endroits préférés au Chiapas. Las Guacamayas, donc on en reparlera un petit peu plus en détail plus tard. Et là, en fait, on va vraiment border, là, vous voyez une petite route. On va vraiment, tout le voyage, on va border vraiment la frontière guatémaltèque. OK? Donc, vraiment, on va suivre la frontière et on va revenir sur Palenque. Ensuite, nous irons à Frontera Corozal. Donc, c'est là où vous avez les fameux sites Yaxchelan et Bonampak. Donc là, on a vraiment une manière d'ailleurs de traverser la frontière à ce moment-là. Ensuite, nous irons donc à Piedras Negras.
Donc là, bon, exceptionnellement, on va sortir un tout petit peu du Mexique. On va aller juste un jour au Guatemala. Je vous le raconte un petit peu plus tard. Et on terminera sur Palenque. Je vais vous montrer quand même un site archéo qu'on trouve intéressant à côté de Palenque, même si là, il apparaît pas sur cette boucle. Et ensuite, on ira dans le Tabasco à Villahermosa, pour prendre l'avion pour retourner sur la ville de Mexico, par exemple. On a quelques vols aussi vers Mérida, d'accord? Si on a des personnes, même si on privilégie pas prendre trop l'avion pendant un séjour, voilà, sachez qu'il y a des connexions. Il y a de plus en plus de connexions pour le Chiapas. Alors, notre première étape, San Cristóbal et las Casas, comme je vous le disais, donc un village magnifique. On adore se promener dans les rues, il y a beaucoup d'artisanat. Et à côté de San Cristóbal de las Casas, on a un endroit qui s'appelle Cima de las Cotorras. Donc, Cotorras, ça veut dire quoi? En fait, vous voyez des petites perruches vertes, parce qu'en fait, Cotorras, ce sont ces perruches-là. Et en fait, c'est un cratère géologique magnifique. C'est à peu près à une heure et demie de San Cristóbal à las Casas. Donc ça, c'est pour les personnes. Évidemment, les gens vont visiter San Cristóbal, mais ça, c'est pour les gens qui sont vraiment fans de nature, qui veulent voir des paysages différents. On recommande fortement de faire une excursion à Cima de las Cotorras. Donc en fait, c'est vraiment un cratère de 100 mètres de profondeur. C'est impressionnant. Et les cotorras, en fait, elles volent et elles virevoltent dans tout le cratère en chantant, et c'est assez impressionnant comme spectacle. Donc en général, ça arrive le matin. Et en fait, on peut descendre à pied. Et pour les plus téméraires, nous avons aussi l'option rappel. Donc pour l'avoir fait avec mon associé, c'est vraiment une chouette expérience. Possibilité de guide francophone, oui, bien entendu. Nous avons des guides francophones sur le Chiapas, même si ils se font rares, il faut les trouver. Mais oui, effectivement. Et pour donner les consignes de sécurité pour le rappel, par exemple, pour des personnes qui ne parlent pas espagnol ou anglais, on a cette option. Et en fait, du coup, oui, ça se visite tous les jours. Si c'est votre question, on a la possibilité de réaliser cette excursion tous les jours, en groupe ou en privé. Voilà, il y a les deux possibilités. Oui, toute saison, effectivement. Voilà, donc c'est vraiment magnifique. Voilà, pour les plus aventuriers, et au sein de la même famille, ce qui est chouette, c'est que par exemple, si on a une famille avec 2 adolescents, les 2 adolescents peuvent faire le rappel et les 2 parents peuvent descendre à pied. Donc il y a aucune obligation. Alors oui, parce que c'est à 1h30 et le spectacle des cotorras a lieu normalement le matin. Donc c'est pour ça qu'on parle le matin. Et il fait très très chaud dans le Chiapas, je vous ai pas dit. Alors à San Cristóbal, c'est vraiment comment on appelle ça, un microclimat. Donc on est vraiment sur la seule zone un peu fraîche du Chiapas. D'ailleurs, pour les voyageurs, c'est super important de le spécifier, parce qu'en hiver, il fait froid à San Cristóbal de las Casas. Il y a même des cheminées dans certaines maisons, ce qui est hyper rare au Mexique. Mais voilà, il fait chaud à la Cima de las Cotorras. On est sur des climats très tropicaux, donc on va quand même privilégier le matin pour les excursions pour que ça soit agréable, d'accord? Voilà, donc du coup, ça c'est pour la Cima de las Cotorras. Donc ce que je disais, ce qui est vraiment chouette, c'est que si vous avez une famille, les parents peuvent descendre à pied dans le cratère et les enfants ou adolescents peuvent descendre en rappel. Ok, pour les plus aventuriers. Ensuite, à côté de San Cristóbal, nous avons ce qu'on appelle les pueblos tzotziles. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Donc, on parle souvent de Sinacantán. Moi, je vais pas vous parler de Sinacantán parce que je trouve pas, personnellement, je trouve pas intéressant. Je trouve ça un petit peu surfait. Ils ont eu beaucoup de tourisme, et voilà, ça a perdu un petit peu de son authenticité. Moi, je vais vous parler aujourd'hui de San Juan Chamula. C'est l'église que vous voyez sur cette photo. Bonjour, ce voyage se fait plutôt en autotour. Alors, c'est une très bonne question. Nous, on le propose essentiellement avec un guide chauffeur. Bon, alors, on a plusieurs formules. En fait, on a soit la partie chauffeur, donc juste avec un chauffeur hispanophone. On a aussi l'option avec un guide francophone chauffeur. Et ensuite, on a l'option autotour, mais on le recommande quand même l'autotour à des personnes qui sont quand même des voyageurs aguerris. Alors, je vais vous remettre la petite carte peut-être du Chiapas. En autotour, ce qu'il est possible de faire pour des personnes qui sont pas forcément très à l'aise, c'est vraiment arriver à Tuzla, San Cristóbal, arriver jusqu'à Las Nubes et puis ensuite rentrer. Ok. La partie peut-être en autotour qui est vraiment pour les aventuriers, c'est vraiment cette partie, d'accord. Ou sinon arriver à Palenque. Donc on peut privilégier cette boucle
dans ce sens-là. Donc là, on va voir plus des paysages nature. Ça va être vraiment plus nature. Et là, on va être plus sur du site archéologique. Ok. Donc, si on veut diviser cette boucle en 2 petites boucles, donc ici, on a plus des personnes fans d'archéologie et là, on a plus des personnes fans de nature. Voilà. Donc, pour revenir à San Juan Chamula, donc moi, j'adore cet endroit, même si ça dépend avec qui on le fait et comment on le fait. Mais si on le fait avec le bon guide, c'est vraiment passionnant. Là, vous voyez pas, mais dans cette église. Donc ça, c'est vraiment le résultat d'un métissage culturel et en même temps de la rébellion face à l'évangile. C'est criant. C'est-à-dire que là, on voit une église, mais en fait, c'est pas une église catholique. On appelle ça du catholicisme traditionnaliste. En fait, c'est un mélange de deux croyances. Donc, en fait, à l'époque de l'évangile, les Espagnols forçaient les Mayas Tzotzil à croire en leur Dieu, en leur saint. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait vraiment eu un mix de croyances. Donc, les Mayas croyaient au dieu du maïs, le dieu de la récolte. Et en fait, ici, on a une croix, mais c'est une croix de maïs. Donc, c'est assez criant. Et en fait, les Mayas ont fait croire aux Espagnols qui croyaient en leur saint. Mais en fait, ils ont continué à croire en leurs dieux, donc les dieux de la pluie, etc., à travers les saints catholiques. Donc, quand on entre dans cette église, donc le prêtre a droit de venir qu'une fois dans l'année pour réaliser des baptêmes, parce qu'il se baptise, c'est ça qui est assez incroyable. Mais sinon, en fait, c'est une église, il n'y a pas de messe. C'est une église où, il y a des sacrifices de poules et les gens prient à leur manière, en fait. Donc, c'est vraiment hyper intéressant au niveau culturel. On se croit dans un autre monde. Je trouve ça vraiment passionnant. C'est vraiment ça qui est vraiment chouette au Mexique, c'est qu'on a des mix de cultures et c'est hyper passionnant. Voilà, donc ça c'est pour San Juan Chamula, je le recommande vraiment fortement. Et ensuite on va à Matenango del Valle, donc c'est un autre pueblo pas loin d'ailleurs, à Matenango del Valle, où on va aller chez Juliana. Et en fait, elle fait partie de la communauté Tzeltal. Donc ça c'est un autre type de Maya. Ouais, un bon souvenir, Sandrine. J'imagine, parce que moi aussi, j'y suis allée 3 fois et chaque fois, ça me met toujours des frissons quand je rentre dans cette église. C'est incroyable. Et donc, du coup, on va chez Juliana. Et Juliana, donc là, c'est vraiment le coup de cœur. Enfin, maintenant, on la connaît bien, on y va régulièrement. Et en fait, là, on va la voir découvrir, parce qu'une des spécialités du Chiapas aussi, c'est l'artisanat. Donc, on a du tissage et on a notamment de la poterie. Vous allez voir beaucoup à San Cristobal, beaucoup d'artisanat local à base de poterie, donc des jaguars. Voilà, c'est vraiment omniprésent dans la culture de chiapaneca. C'est vraiment l'artisanat. Et du coup, nous, on va dans une maison. Donc là, c'est vraiment social et à la fois culturel, parce qu'on va vraiment chez Juliana, on va chez elle, et elle va nous montrer comment elle crée des jaguars, comment elle crée comment elle fait de la poterie finalement. Donc Juliana, c'est celle qu'on voit ici. Donc, vraiment coup de cœur pour cette femme. Et voilà, ça permet d'aller vraiment au contact des populations, mais surtout les faire vivre grâce au tourisme, parce que c'est un peu notre but. Voilà. Donc du coup, ensuite, on va direction Comitán. Donc comme je vous montrais ici, on commence à s'approcher vraiment de la frontière guatémaltèque. Donc Comitán, c'est une toute petite ville. On est en train de parler de 130 000 habitants. Voilà, donc une petite ville comme une petite ville française, avec une grosse empreinte coloniale également, et autour de Comitán. Donc c'est un petit village mais qui se visite en une soirée. On va manger au restaurant et voilà, c'est tout petit. Mais du coup, à côté de Comitán, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein d'endroits magnifiques aussi pour la nature. Donc on a un endroit qui s'appelle Las Tres Timoleras. Alors pourquoi ça s'appelle Las Tres Timoleras? En fait, ça s'appelle Las Tres Timoleras parce que ce sont des cascades. 3 cascades et en fait elle commence au village de Tzimol. Donc du coup Tzimol c'est juste à côté de Comitán et en fait c'est le point de départ de cette excursion. Donc je vais vous montrer une petite vidéo parce qu'on a déjà fait une petite vidéo sur cette excursion. Je vous la mets dans un instant et comme ça elle est déjà expliquée. Parce qu'en fait on fait des minutes Mexico tous les mois sur une des expériences Mexico qu'on propose. Voilà, donc je vous mets la petite vidéo. Bonjour à tous, aujourd'hui la Minute Mexico vous amène dans le Chiapas, loin du tourisme de masse, à Las Tres Timoleras. Une journée canyoning mêlant sport et adrénaline pour découvrir un lieu unique et peut-être même se redécouvrir soi-même.
partirez donc depuis le village de Tsimol à 9 h du matin en 4x4 à travers les chemins de terre et les routes de montagne qui vous emmèneront au cœur de la jungle. Il vous faudra sauter, nager, plonger, encore sauter pour découvrir les trésors de ce lieu incroyable. Votre guide local vous fera enfiler gilet et casque afin de vous entraîner dans les méandres du Rio San Vicente. Imaginez-vous avancer de rocher en rocher, les pieds dans l'eau, écoutez le bruit de la cascade qui gronde devant vous, retenez votre souffle, puis sautez. C'est ce qui rythmera votre journée à las Tres Timoleras. Mais attendez-vous aussi à voir toutes sortes de paysages comme des lacs, des canyons, des montagnes et bien sûr des cascades. La nature absorbera stress et mauvaises ondes pour vous permettre de profiter pleinement de votre journée. Petite astuce beauté, les sédiments qui se trouvent au fond de l'eau purifient la peau, donc n'hésitez pas à vous faire un petit masque entre chaque saut. La journée se terminera sous les coups de 15 h et c'est à bord du même 4x4 que vous gagnerez le chemin de Tsimol. Le départ se fera depuis le village de Tsimol à une petite demi-heure de Comitán et à 2 heures de San Cristóbal de las Casas. L'excursion peut se réaliser toute l'année, néanmoins on privilégie quand même les saisons hors des saisons des pluies entre décembre et le mois de mai. Cette excursion à las Tres Timoleras mêle canyoning, rappel, saut de cascade. Donc comme vous l'avez compris, on est plutôt sur une excursion aventure. Cette excursion mêle sport et aventure, donc peut se réaliser en couple, en famille ou en groupe d'amis. Il faut néanmoins avoir 7 ans pour réaliser l'excursion et avoir une bonne condition physique et surtout savoir nager. Bon ben voilà, la Minute Michikou c'est terminé, on se revoit le mois prochain. Passez une bonne journée! Voilà, donc quoi de mieux que de voir des images en vidéo pour voir une excursion. Donc oui, pour répondre à Eva, on teste les excursions évidemment. On veut être sûr de la qualité des voyages qu'on propose et du coup c'est vraiment hyper important pour nous de tester. Et d'ailleurs vous le voyez, chaque fois on filme, on fait beaucoup de vidéos. Enfin on va à la rencontre, on est allé chez Juliana, on est allé à la Tres Timoleras, on est dans tous les endroits qu'on vous présente, on y est déjà allé. Donc même plusieurs fois en reconnaissance. Donc c'est super important. Voilà, donc las Tres Timoleras, vous avez compris. Merci, merci beaucoup Laura, merci beaucoup Jérôme. Je suis contente que ça vous plaise. La Tres Timoleras, bon, vous avez compris, on est quand même sur quelque chose d'aventure puisqu'on a du rappel, on a des sauts de cascade allant jusqu'à 7-8 mètres. Donc ça correspond vraiment aux familles, aux couples, voilà, aux groupes d'amis qui sont un peu en soif de oui, dans ce cas-là, les clients dorment à Comitán. On a un petit hôtel très sympa au centre de Comitán. Donc là, en général, on peut y passer une nuit ou 2 nuits en fonction du circuit. Voilà, donc Tres Timoleras, c'est magnifique. C'est un projet écotouristique aussi. Les guides sont passionnés. Ils préservent l'environnement. Ils ramassent les déchets chaque fois qu'ils en trouvent dans la réserve. Vraiment, nous, on soutient carrément ce projet et les cascades sont incroyables. C'est du bleu turquoise. C'est un paysage complètement fou, quoi. Voilà, donc du coup, ça, c'est pour las Tres Timoleras. J'espère que ça vous donnera envie d'y aller. Et ensuite, on a le seul cénote, saut de 7 à 8 mètres dans l'eau. Oui, exactement. On a des petits sauts de cascade. Alors, ça commence en douceur. N'ayez pas peur. Donc, on a le premier saut, c'est 2 mètres, ensuite 3 mètres, voilà. Et ensuite, voilà, on termine sur le saut de cascade le plus haut. Je crois que c'est 7 ou 8 mètres. Mais bon, vous inquiétez pas. Moi, j'ai amené une amie de France qui est pas du tout une aventurière et puis elle a sauté et elle s'est laissée aller. L'équipe est hyper pro, hyper sécu, donc on se sent vraiment bien. Donc là, on arrive au cénote, le seul cénote du Chiapas. Non, les sauts ne sont pas obligatoires. Il y a la possibilité de passer et de descendre par un petit chemin. Et d'ailleurs, c'est pour la raison pour laquelle on peut sauter plusieurs fois aussi. Parce qu'en fait, c'est un petit chemin. Donc voilà, si on a des parents et des adolescents, toujours pareil, il y a toujours l'option pour les téméraires et l'option pour les moins téméraires. Voilà, donc là, on arrive à Chucumaltic. À Chucumaltic, le seul cénote du Chiapas. Magnifique aussi. On est encore sur un autre type de paysage. Donc là, on a une excursion au départ de Comitán également.
on a une excursion au départ de Comitane. Et en fait, c'est un cénote au milieu de nulle part où il y a une vierge dans l'eau. Donc ça, c'est assez incroyable. Et en fait, il y a la possibilité de faire du snorkeling ou juste passer l'après-midi. Donc ça, vraiment, ça dépend dans quel contexte vous y allez. On peut y aller par ses propres moyens, mais c'est quand même compliqué puisqu'il y a des petites entrées qui sont pas faciles à trouver. Il faut parler espagnol, etc. avec les locaux. Nous, on le propose vraiment avec plusieurs activités. Donc, on a le pique-nique au cénote. On a quelques sauts aussi, parce que le cénote, on voit pas, mais c'est un grand cratère. Et en fait, il y a la possibilité de faire quelques sauts aussi. Donc, c'est bien pour les familles aussi, notamment. Et aussi, on va faire du snorkeling. L'eau, elle est claire comme de l'eau de roche. C'est incroyable. On y voit, mais toute la longueur du cénote. C'est vraiment, pour les fans de snorkeling, c'est vraiment une chouette excursion. Voilà. Donc ça, c'est le cénote Chucumaltic, qui est à quelques minutes de Comitane. On est en train de parler d'à peu près 15 minutes de Comitane. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les choses à faire autour de Comitane. C'est pour vous montrer qu'en fait, même sur le trajet, on a aussi des activités autour des petites étapes intermédiaires. Et ensuite, on arrive à Las Nubes. Donc Las Nubes, j'adore. Là, on s'enfonce vraiment dans la Reserva Montes Azules, donc dans la jungle du Chiapas. J'adore, c'est magnifique, c'est des cascades d'eau turquoise. Vraiment, ça a été un des gros coups de cœur que j'ai eu pendant mes voyages de découverte au Chiapas. C'est de la nature, c'est de la jungle, c'est des cascades d'eau turquoise. Alors là, l'excursion est vraiment alors, il y a la possibilité de se faire accompagner d'un guide, évidemment, mais des personnes qui sont en autotour peuvent… en fait, il y a un petit mirador pour aller regarder les vues. Il y a plusieurs angles de vue sur les cascades. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui peut se faire de manière autonome ou accompagné d'un guide. Mais ça, c'est vraiment des cascades, mais je recommande mais 1 million de fois. Pour des gens qui ont déjà vu Agua Azul et tout, mais ça dépasse l'entendement. C'est incroyable, c'est magnifique. Je vous montrerai à la fin une petite vidéo où on voit quelques images. Donc ça, c'est Las Nubes. Donc là, c'est vraiment un point intermédiaire entre Comitane et Las Guacamayas. Donc en fait, ce qui est bien dans ce circuit, c'est qu'on va vraiment avoir des étapes par 2h30. Comme ça, on n'enchaîne pas des trop gros tronçons de route. Parce que des fois, ce qui se passe, c'est qu'on a 4 heures de route. Voilà. Donc ça, on essaye d'éviter. Et c'est pour ça que vraiment, on a des excursions, des étapes intéressantes toutes les 2h30 de route. Okay ? Comme ça, on fait jamais trop de trajets à la fois pour pas fatiguer, pour pas avoir l'impression d'être toujours sur la route. C'est vraiment des petits trajets. Donc, en fait, pour vous donner un ordre d'idée, on a San Cristobal, 2 heures. Ensuite, on a Comitane, 2 heures, 2h30. On a Las Nubes, 2h30 encore. On a Las Guacamayas et encore 2h30. On arrive à Frontera Corozal. Donc, on est toujours sur des tronçons de route de 2 heures, 2h30. Ok, vraiment pour jamais avoir l'impression d'être toujours sur la route. Donc, c'est des itinéraires assez équilibrés. Et là, on arrive à Las Guacamayas, un autre de mes coups de cœur. Bon, il faut que j'arrête de dire coup de cœur, mais j'ai vraiment des coups de cœur sur chaque endroit qu'on me présente. Donc, Guacamayas, en fait, c'est ce qu'on voit à l'écran. Ça s'appelle Las Guacamayas, l'endroit. Alors, c'est Marqués de Comillas, le vrai nom du petit village, mais connu comme Las Guacamayas, parce qu'en fait, Las Guacamayas, les perroquets qu'on voit, elles se réunissent tous les ans entre juillet, août et un petit peu sur septembre. Et elles sont par milliers, des guacamayas dans tous les sens. Et elles sont magnifiques. On les voit voler, chanter, etc. Et du coup, c'est pour ça que l'endroit, ça s'appelle Las Guacamayas, parce qu'il y a vraiment il y a beaucoup de guacamayas qui viennent chaque année. Et du coup, même le reste de l'année, c'est très intéressant. Pour le coup, moi, j'y suis allée hors saison 3 fois. Mais on voit quand même quelques guacamayas toute l'année. Elles sont toujours présentes. Mais c'est vraiment même magnifique, même si vous n'êtes pas en saison de guacamayas. Moi, j'adore cet endroit. On a l'impression d'être au bout du monde. C'est un peu le cas, finalement. Parce qu'il faut traverser pas mal d'endroits pour arriver à Las Guacamayas. C'est incroyable. On pourrait voir des images de l'éco-resort à Las Nubes. Alors, j'en ai pas, mais j'essaierai de le rajouter dans la présentation et je vous enverrai un petit mail après la formation et je vous mettrai une petite slide sur l'éco-resort à Las Nubes. D'ailleurs, à Las Guacamayas aussi, on est sur un projet écotouristique créé par la communauté locale.
La saison, c'est juillet, août et un petit peu septembre pour les guacamayas. Donc ça, c'est vraiment le moment de l'année où vous verrez des milliers de guacamayas, mais il y en a toujours un petit peu toute l'année. Moi, j'en ai vu toutes les fois où j'y suis allée. Mais voilà, c'est un endroit que j'adore. J'adore parce que c'est, pour moi, selon mon opinion, c'est vraiment le projet écotouristique le plus établi, le mieux réussi du Mexique. C'est magnifique, c'est un projet écotouristique dont tout est écologique. C'est construit sur des pilotis au milieu de la jungle. Quand vous ouvrez votre fenêtre le matin, vous voyez des singes araignées passer devant votre bungalow. Enfin, moi j'adore. C'est vraiment, je m'y sens trop bien. On est au fin fond de la jungle, devant un rio. On entend les singes hurleurs dans la nuit. D'ailleurs, ça fait partie de l'expérience dans le Chiapas. Hein. On entendra des singes hurleurs pratiquement tous les. Oui, on sent la passion. Bah, tant mieux. C'est vraiment, j'adore vraiment cette région. Et les singes hurleurs, d'ailleurs, il faut quand même prévenir les voyageurs parce qu'on s'attend pas du tout à ce qu'ils fassent ce genre de bruit, les singes hurleurs. On est sur un cri. Alors, je vais pas vous faire une imitation parce que je suis pas très bonne, mais vous allez l'entendre d'ailleurs dans la vidéo un petit peu que je vais vous présenter. On est vraiment sur un cri impressionnant. On dirait que c'est un jaguar qui va vous attaquer dans la nuit. Et il crie toute la nuit. Pour la petite anecdote, le singe hurleur, on entend son cri sur des kilomètres et des kilomètres. Hein. Il crie vraiment pour marquer leur territoire. Non, mais bon, ça fait partie de l'aventure. On va pas voir ça comme quelque chose de négatif. Mais bon, c'est que 2-3 nuits pendant le séjour hein, qu'on entend les singes hurleurs. On les entend plus ou moins près. En fait, ça dépend s'ils viennent à côté de la chambre ou pas. Alors, on peut les entendre de loin ou on peut les entendre s'ils sont à côté de la chambre. Et c'est vraiment, on les entend bien quoi. Ils chantent, ils s'en donnent à cœur joie. À peu près vers 1h du matin, ils commencent à chanter. Voilà, donc ça, c'est vraiment incroyable. J'adore las guacamayas. Du coup, on a la possibilité le matin sur le rio. Il lance des noix de coco. Alors ça, je sais pas. Ça m'est jamais arrivé. Je touche du bois. Mais voilà, en tout cas, on les entend bien chanter et c'est vraiment chouette. Enfin, on est au cœur de la nature. Au Costa Rica, oui. Bon, bah, chouette. Je connais pas le Costa Rica. J'aimerais vraiment connaître aussi cette destination. Ça a l'air incroyable. Et du coup, en fait, à las guacamayas, il est possible il y a un énorme rio. On va voir des images plus tard en vidéo. C'est possible de le faire en bateau ou en kayak. Alors nous, évidemment, on le privilégie en bateau. On a fait les deux. On a fait en bateau et en kayak. On privilégie en kayak pour que ça soit plus éco-friendly, puisqu'on perturbe pas les écosystèmes en kayak, alors qu'avec un bateau à moteur, oui. Donc voilà, on propose quand même les deux, mais on a tendance à privilégier le kayak. Et puis le kayak aussi, c'est incroyable. Hein. Très belle expérience dans des très beaux paysages. On va observer. Alors là, c'est très tôt le matin, 7h voire 6h pour ceux qui sont prêts à se lever tôt, parce que c'est là où on va avoir le plus de fun. C'est super important dans toutes les excursions qui incluent des animaux. Si vous commencez à 9h, 10h, après voilà, c'est trop tard. Il faut vraiment se lever tôt parce que c'est là où vous avez le plus l'opportunité d'observer des singes, des oiseaux, enfin voilà, toutes sortes d'oiseaux, des crocodiles. C'est mieux de le faire vraiment très tôt le matin. Voilà, donc là, ensuite, on va passer à la jungle Lacandon. Donc, la jungle... oui, ces jours-là, vous ont déjà réveillé, donc vous inquiétez pas, à 5h, vous serez avec les billes comme ça, prêts à aller observer les animaux. Du coup, ensuite, on arrive à la jungle Lacandon. Donc, la jungle Lacandon, c'est à la frontera Corozal. Voilà, là, on va voir une autre type de civilisation qui s'appelle les Mayas Lacandon, donc qui parlent le Lacandon. On les reconnaît souvent parce qu'ils ont des espèces de robes blanches, les cheveux longs, et ils parlent vraiment Lacandon. Donc là, on est sur une civilisation. Il faut pas trop s'étonner. Désolée, s'il y a du bruit un petit peu. Ça, c'est Mexico City. On vend tout dans la rue comme ça en criant. Donc, je suis désolée si ça vous dérange. Ça fait partie de l'immersion. Voilà, donc du coup, dans la jungle Lacandon, voilà, les Lacandons sont peut-être un petit peu réservés. C'est pas un peuple, voilà, comme le reste du Mexique, hyper accueillant, hyper voilà, joyeux. On est sur une population un peu en retrait, un peu méfiante, d'accord? Donc voilà, il faut juste prévenir les voyageurs qui s'attendent pas que les Mayas Lacandons soient voilà, hyper expressifs. C'est pas du tout le cas. Et du coup, dans cette région-là, on va évidemment voir Yaxchilane Bonampak. Donc Bonampak, connu par ses fameuses fresques murales
incroyablement conservé. Donc là, voilà, on va rentrer dans la région où il y a un peu plus de sites archéologiques. Il y a quelques sites archéologiques de l'autre côté, mais qui n'ont pas autant d'intérêt, si vous voulez. On a Chincoultic, Tenan-Pointé, mais c'est des tout petits sites archéologiques vraiment dédiés aux passionnés d'archéologie. On ne va pas envoyer non plus voilà, n'importe quel voyageur dans ce type de site archéologique. C'est pour ça que j'en ai pas trop parlé. Et ici, on a Yaxchilan et Bonampak, donc Bonampak vraiment connu pour ses fresques. Ben là, c'est des photos qu'on a prises nous. Enfin, c'est incroyable. Elles sont conservées, mais avec les moyens de l'époque, ils peignaient juste avec des pigments naturels. Enfin, c'est incroyable la précision à laquelle ils peignaient et comment elles se sont conservées. Donc, c'est vraiment la particularité de ce site. Et on a aussi Yaxchilan. Yaxchilan, vraiment un chouette site archéologique. Dans la jungle, on est obligé de prendre ces petites lanchas, ces petits bateaux là qu'on voit ici. En fait, alors là, ce qu'on recommande aussi, on a un autre projet écotouristique, vraiment au bord du fleuve. Donc là aussi, on entend un peu les singes hurleurs. Et du coup, en fait, là, vous dormez sur place. Moi, ce que je recommande pas du tout, c'est de dormir à Palenque et de faire dans la même journée Yaxchilan et Bonampak en se levant à 5 heures du matin. C'est hyper lourd, c'est hyper fatigant et tout le monde le fait. Vous arrivez sur le site, il y a déjà... Bon, alors même si Yaxchilan, c'est pas un site qui est autant visité que Palenque, nous, on recommande vraiment de dormir là-bas et de partir à 7h30 depuis l'hôtel. Et vous arrivez à 8h à l'ouverture de Yaxchilan et il n'y a personne. Vous êtes tout seul sur le site, dans la jungle. Vous prenez le bateau, donc vous arrivez sur le site et il n'y a personne. Vous avez le site pour vous tout seul parce que les personnes en général qui partent de Palenque arrivent plus tard. Elles vont arriver sur le coup de 9h, 9h30, 10h au moment où les voyageurs sortiront du site. Donc, on a un super projet écotouristique là aussi en bord, juste à côté de Yaxchilan et vraiment, on recommande fortement de dormir sur place. Ça s'appelle Nueva Alianza. Voilà, donc du coup, ensuite, on a une autre excursion dans la jungle Lacandon. Donc là, on a la possibilité de faire une marche avec des Maya Lacandon dans la jungle, aller observer les animaux, ou de faire du rafting. Pour le confort, alors on est quand même sur quelque chose, on n'est pas sur un hôtel non plus 3 étoiles, mais en fait, il y a différentes cabanes. Nous, on l'a visité. Et du coup, il y a différents types de cabanes. Il y a des cabanes un petit peu plus rustiques et il y a des cabanes tout à fait agréables, comme des petits, un éco-lodge. Voilà, c'est des cabanes en bois, mais tout à fait confortables. Hein, tout à fait confortables. On a même des cabanes familiales. Voilà, nous, on connaît assez bien l'hôtel, donc on s'est un petit peu sélectionné le type de cabane. On a de tout. Voilà, on a des cabanes plus rustiques et des cabanes un petit peu plus confortables. Mais voilà, on n'est pas évidemment sur un hôtel 3 ou 4 étoiles. On est sur quelque chose d'assez simple. Dans le Chiapas, l'offre hôtelière est quand même assez limitée. À part quand on sort de Palenque et San Cristobal, voilà, c'est des petits projets écotouristiques, voilà, des petits hôtels. Des petits hôtels. Et donc, du coup, là, dans la jungle de Lacandon, on peut faire donc une marche dans la jungle. Et pour les familles aventuriers, voilà, on peut faire aussi du rafting. Comme vous l'avez compris, on est sur une région hyper nature dans le Chiapas. Et du coup, le rafting, alors c'est du rafting accessible. Hein. On n'est pas sur des gros rapides ou des grosses cascades. Il y a des petites cascades de 2-3 mètres, mais c'est tout à fait accessible. C'est pas non plus pour des personnes très, très téméraires. C'est un excellent moment en famille, d'ailleurs, ou en groupe d'amis, je conseille vraiment particulièrement. Et ensuite, donc, on a une autre expérience aussi dans une finca, dans un ranch. On adore, c'est Willy et César, c'est des Mexicains qui ont un ranch dans le Chiapas et du coup qui nous proposent de visiter le ranch et la finca à cheval. Donc ils ont des citronniers, il y a énormément de nature. Ils ont du cacao, ils font du cacao. Tout est fait sur place. Enfin, ils produisent tout, ils sont autosuffisants. Tant sur l'énergie, donc ils fonctionnent que l'électricité solaire. Donc vraiment c'est hyper intéressant ce ranch, ils sont adorables. Ils sont de Guadalajara normalement, donc la région de Tequila. Donc chaque fois qu'on y va, ils vous offrent le petit verre de tequila. Enfin ils sont vraiment adorables. Donc c'est vraiment chouette. Donc du coup là on propose pour les familles, pour les couples, pour les groupes d'amis de faire un petit tour à cheval. Non, pas de bon niveau en équitation. C'est tout à fait. Moi, je suis pas du tout une cavalière aguerrie et c'est tout à fait accessible. Ouais.
Voilà, donc du coup, ça c'est pour la petite balade à cheval. Donc ça c'est vraiment chouette. Comme vous le voyez, on a vraiment des expériences hyper variées. Dans le Chiapas, il y en a vraiment pour tous les goûts. Sur les passionnés d'histoire, de nature, on a aussi, voilà, au niveau des transports, voilà, on peut varier entre le kayak, le rafting, le cheval, voilà. Donc c'est vraiment, oui, on peut dormir à la finca. C'est notre petit secret bien gardé. Donc si vous êtes intéressé, ben, vous pouvez nous contacter, voilà, pour dormir chez Willy et César. Et d'ailleurs, c'est de très très belles chambres. C'est vraiment un des plus beaux endroits, un des plus beaux endroits dans le Chiapas, aussi reculé. C'est magnifique, c'est avec des matériaux bruts. On est sur du bois, du blanc. Enfin, c'est hyper joli. C'est hyper joli. C'est très bien fait avec goût. Quelle est la taille de groupe idéale pour ce type de circuit? Alors, ça peut aller de l'individuel, évidemment. Moi, j'irai jusqu'à 15 personnes maximum, hein, pour pas trop altérer l'expérience du circuit. Voilà, même pour pas trop avoir d'impact. Nous, on propose pas de manière générale plus de 15 personnes pour pas avoir trop d'impact sur les écosystèmes, sur les communautés, sur tout. Donc, ouais, voilà, de 2 personnes à 15 personnes. Même des personnes qui voyagent seules. Hein. Voilà, donc ça, c'est cette petite finca qu'on adore. Willy et César, ils sont adorables. Si vous voulez envoyer vos voyageurs et qu'ils aient vraiment l'impression de dormir chez l'habitant, c'est vraiment l'expérience qu'ils vont avoir. Parce que là, vraiment, vous êtes chez Willy et César, ils vivent là-bas, c'est leur ranch, et du coup, ils prennent toujours le temps de venir discuter avec vous le soir quand ils ont une vingtaine de chambres. Ils ont une vingtaine de chambres, mais vraiment hyper espacées dans leur ranch. Donc, en fait, on se rend pas du tout compte qu'il y a 20 chambres. Et du coup, enfin, il y a vraiment une cuisine centrale. Et tous les soirs, bon, il y a jamais autant de personnes. Hein. Bon, chaque fois que j'y suis allée, il y a pratiquement personne parce que c'est pas très connu. Et du coup, ils viennent toujours prendre le temps de discuter avec vous le soir, de boire un petit peu la tequila avec vous, de discuter, savoir d'où vous venez et tout. Donc, c'est vraiment c'est hyper agréable. Vous êtes vraiment chez l'habitant. Ils parlent espagnol et anglais, ils parlent pas français. Voilà, c'est des Mexicains qui viennent voilà, de Guadalajara. Là, c'est vraiment local. Mais bon, de toute façon, avec quelques coups de tequila, tout le monde est polyglotte. Voilà. Du coup, c'est sûr que les personnes passeront un super moment chez Willy et César. Voilà. Et du coup, c'est là où je vais vous emmener exceptionnellement hors du Mexique. On va vous amener au Guatemala l'espace d'une journée à Piedras Negras. Donc, Piedras Negras, c'est un site archéologique que j'adore. En fait, on va prendre un bateau, on va remonter Usumacinta, c'est le rio que partage Yaxchilan. Donc, c'est le rio Usumacinta. Et d'ailleurs, Piedras Negras, à l'époque de la Mésoamérique, était le rival sur le point commercial de Yaxchilan. Donc, c'est vraiment un site aussi qui a de l'histoire qui est très intéressant, qui est pas du tout connu. Moi, quand j'y suis allée, on était le seul visiteur du mois. Donc là, ça correspond à la fois aux personnes qui ont vraiment envie de sortir des sentiers battus, de connaître des endroits, d'avoir l'impression d'être des explorateurs, d'être les premiers arrivés sur un endroit, parce que c'est vraiment la sensation qu'on a. Et du coup, on pique-nique sur place et tout. Enfin, on sent qu'on a un site archéologique pour nous, donc c'est incroyable. Et surtout, voilà, on a des populations locales qu'on croise, des gens voilà, qui sont adorables, qui viennent nous voir, qui sont curieux. Enfin, voilà. Et du coup, ce site archéologique est vraiment intéressant aussi pour les passionnés d'histoire. Je le recommande vraiment pour nous. On a déjà des voyageurs qui sont venus à nous en nous disant moi, je suis un passionné des Mayas ou de l'histoire précolombienne. J'ai déjà fait 6 voyages au Mexique, au Guatemala. Je veux quelque chose de différent. Bah là, du coup, il faut les envoyer à Piedras Negras, vraiment sans aucun doute. C'est vraiment un site incroyable, perdu dans la jungle. Alors, par contre, on n'est pas sur un site archéologique tout propre, voilà, tout bien préparé par des archéologues et tout bien nettoyé et pris en charge par l'INA, parce que bah, du coup, c'est du côté guatémaltèque, ils n'ont pas forcément les moyens de maintenir le site. Donc, du coup, on est vraiment sur des vestiges mayas dans la jungle avec plein de végétation. Voilà, c'est assez brut, hein, c'est assez brut comme site archéologique. Les repas sont-ils inclus? Oui, tout à fait. Non, il n'y a pas de restaurant sur place. Donc, ça sera un pique-nique, très bon pique-nique, option végétarienne. Voilà, ils sont très à l'écoute. Les personnes avec lesquelles on travaille, c'est vraiment une chouette expérience. En fait, vous partez tôt le matin. On part vers à peu près 7h30, 8h. Bon, ça, c'est assez aléatoire.
Ça dépend aussi si c'est en privé. En général, c'est une expérience en privé. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont à Piedras Negras. C'est pas un tour comme ça qu'on organise tous les jours. Et en fait, on va dans un petit village premièrement où on va prendre le bateau. Donc déjà, on prend le petit déjeuner. Ensuite, on prend la voiture. Ensuite, on prend le bateau. Du coup, on fait à peu près 20 minutes, 30 minutes de bateau. Et on arrive à Piedras Negras. Piedras Negras, on commence l'exploration. Et là, il y a vraiment une histoire passionnante sur ce site archéologique, une archéologue femme passionnée une Russe, qui a beaucoup participé à l'exploration de ce site archéologique. Donc, c'est vraiment, vraiment super intéressant. On comprend... Piedras Negras, c'est un peu comme Yaxchilán, Yaxcha, mais il n'y a aucun contrôle de frontières. Mais la visite se fait en français. Alors, c'est beaucoup de questions. Du coup, la première question, c'est le type de site archéologique. C'est un petit peu différent de Yaxchilán, puisque là, on est vraiment sur un site. On peut pas y accéder tout seul, en fait. On est obligé d'y aller en bateau. On est obligé d'aller avec quelqu'un. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de billetterie. C'est un site complètement ouvert. Il faut juste aller s'enregistrer sur un petit cahier, juste pour qu'il puisse vérifier voilà combien de visiteurs il y a approximativement. Il n'y a pas d'animaux dangereux comme serpents. Bon, il faut faire attention. Nous, en général, on privilégie d'avoir des petites. Il y a quand même des petits sentiers bien tracés, hein, donc il suffit de regarder où on marche. Mais bon, comme dans tous les endroits dans la jungle, il faut quand même faire attention. Les serpents ont peur, voilà. Et si on dérange pas les animaux, il n'y a pas de raison qu'ils nous attaquent. Il faut juste faire attention où on met les pieds. Voilà, donc du coup, en fait, on arrive là-bas, on visite le site. Donc c'est vraiment un site perdu dans la jungle. Hein. Il y a aucun visiteur. C'est vraiment, on a l'impression d'être un Indiana Jones là, d'être un explorateur et de découvrir un nouveau site archéologique. Et ensuite, on pique-nique là-bas. Donc on pique-nique face au rio, parce qu'en fait c'est vraiment face à un rio, ce site archéologique. Donc là, en général, il y a des petites bières, c'est assez convivial, des bières, des petits sandwichs, des spécialités locales. Et du coup, ensuite, on rentre en bateau et on rentre, voilà. Donc du coup, c'est vraiment une chouette expérience qu'on recommande beaucoup. Donc voilà, il y a pas de contrôle de frontières, non, mais on passe au Guatemala, mais c'est furtif. Voilà, la frontière, c'est vraiment ce rio qui la trace. Et finalement, quand on est en bateau, c'est pas le contrôle de frontières comme Frontera Corozal, par exemple. On a une vraie frontière, voilà, officielle. Là, on arrive dans un site archéologique. Il y a pas de contrôle. Alors, pour revenir dormir, on peut revenir dormir dans ce ranch. D'accord? On n'est pas très loin c'est dans la même zone. Donc, comme on avait Comitán, autour de Comitán, on avait Las Timoleras, on avait Chucumaltic. En fait, autour de ce ranch, on peut non seulement faire un tour à cheval dans ce ranch, mais on a aussi cette excursion de disponible au départ de ce ranch. Les bains de vapeur. Oui, je vois qu'il y a un connaisseur, hein, Catherine. Exactement, ici, là, la photo qu'on voit, c'est les bains de vapeur de Piedras Negras à l'époque, ou ce qu'on appelle aussi les temazcal. Vous en avez certainement entendu parler. En général, est-ce que vous conseillez le Chiapas pour des groupes de 50 personnes? Non, de manière générale, on ne conseille pas les groupes aussi importants, parce que ça a un impact fort sur le tourisme, sur l'environnement, de manière générale, parce que c'est bruyant, de manière générale, on conseille pas trop les groupes de plus de 15 personnes. Voilà. Mais oui, c'est un bain de vapeur ici. Du coup, ici, c'est le bain de vapeur, évidemment, donc le temazcal, qui était une tradition hyper forte au Mexique. Et d'ailleurs, le temazcal, c'est vraiment quelque chose que nous, on recommande. C'est vraiment une expérience incroyable, hein, ça se fait toujours. Et c'est assez impressionnant. Il y a un chaman qui chante, qui crie. Il y a 4 portes. Alors ça, c'est assez éprouvant, mais c'est hyper intéressant. C'est comme renaître finalement. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la petite bifurcation par le Guatemala pendant notre voyage. Et évidemment, Palenque. Donc la dernière étape, évidemment, un incontournable. Hein. Il s'agit pas du tout de l'éviter. C'est un site incroyable où il y a le tombeau de Pacal, qui était un des rois les plus importants.
de l'époque. Et du coup, Palenque est vraiment un site incroyable. On propose évidemment la visite en français au départ de Palenque. Voilà, donc on le privilégie quand même le matin, puisqu'il fait très chaud à Palenque. Très, très chaud. On est sur un climat très tropical, humide. Donc voilà, plus tôt c'est, mieux c'est. On a un hôtel écologique qu'on aime beaucoup à Palenque, qui est vraiment, vraiment chouette. Très, très, très joli, qui tourne juste à l'électricité solaire. Donc voilà, à Palenque, voilà, vous connaissez déjà tous sûrement le site archéologique. Il est magnifique, c'est un des mieux conservés du Chiapas. Enfin, et d'ailleurs, il y a sa rivale de l'époque, Tonina aussi. Tonina qui est beaucoup moins connue, qu'on adore, qui se trouve. Alors Tonina, ça se trouve à Ocosingo. Donc c'est vraiment à mi-chemin entre Palenque et San Cristobal. Donc là, pour le coup, c'est le seul endroit où on ne va pas recommander d'y aller seul, parce qu'en fait, autour de la région de Cocingo, on a la région des Zapatistes, donc c'est une région un peu rebelle où il y a quelques blocages, etc. Donc du coup, c'est vraiment le seul endroit où on va recommander d'y aller avec un chauffeur et un guide, parce qu'ils connaissent la région. Ils savent où passer, où pas passer, et voilà. Donc du coup, moi j'ai adoré ce site archéologique, et Tonina a beaucoup d'histoire parce que c'était vraiment le rival principal de Palenque à l'époque. Et du coup, enfin, c'est un site magnifique, tout en grandeur. Enfin, c'est vraiment un site incroyable. Donc, je le recommande également. Mais ça fait pas partie de la boucle que je vous ai montrée. Je voulais quand même vous en parler. Possibilité de faire les deux en passant une nuit à Palenque, du coup, ou les deux la journée sont possibles. Les deux dans la même journée, c'est peut-être un peu lourd, mais Tonina, on peut le visiter aussi bien au départ de San Cristobal qu'au départ de Palenque, parce que c'est vraiment un mi-chemin entre les deux villages. Voilà. Donc du coup, c'est un site vraiment exceptionnel. Tonina, moi j'adore, je le trouve vraiment beau. Alors on a des paysages qui sont encore différents. On est sur un petit peu sur des plaines. Du coup, on a une vue imprenable sur les champs du Chiapas. Et du coup, enfin, c'est vraiment un site vraiment intéressant, tant sur le point historique que des paysages. C'est vraiment un site qu'on recommande fortement également. Dont je voulais vous parler quand même si on ne le voit pas directement dans la boucle que je vous ai mis. Donc voilà, nous avons terminé avec notre petite boucle du Chiapas. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir cette région et de la promouvoir, parce que c'est vraiment une région qui vaut le coup. Et si vous avez vraiment envie de promouvoir le tourisme de manière durable et de permettre à des gens de vivre grâce au tourisme, vraiment, il faut promouvoir le Chiapas. Ces gens, ils ont besoin de nous, et c'est les oubliés du Mexique. Il y a personne qui vient les voir, et c'est un trésor. Enfin, c'est vraiment une région magnifique. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Après, je vais vous montrer une petite vidéo. Donc, ne vous échappez pas encore, parce que vous allez voir une très très belle vidéo. Donc, si vous avez des questions, on peut peut-être lancer Bon, j'ai l'impression que j'ai quand même répondu au fur et à mesure, mais si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant pour ceux qui ont gardé des questions pour la fin, même si j'essaie d'y répondre petit à petit. Merci beaucoup. Je suis contente que ça vous ait plu. J'espère que ça vous donnera envie d'aller au Mexique. D'ailleurs, possibilité d'aller sur la côte du Chiapas. Alors, le balnéaire, c'est pas la force du Chiapas. Du coup, il y a la côte du Chiapas, mais on est sur des plages hyper sauvages, pas forcément accessibles facilement. Il y a aussi une région du café, pour les amateurs de café. On y produit beaucoup de café. C'est une terre de café, le Chiapas, donc c'est hyper intéressant aussi pour les personnes qui sont intéressantes. Oui, évidemment. Nous avons, alors juste pour les questions, hop là, extension Guatemala. Alors, quel tarif? Ça dépend beaucoup. De manière générale, le Chiapas, c'est moins cher que la péninsule du Yucatan, puisque les hôtels sont beaucoup moins chers. Enfin, on n'est pas du tout sur du Tulum, Holbox, où les prix sont vraiment en train d'exploser. Donc, on peut avoir un voyage beaucoup plus accessible. En revanche, la majorité du temps, on le vend avec un guide chauffeur. Donc, on est sur un panier moyen de 180 € par personne par jour à peu près.
Vous avez un bureau en Basse-Californie? Non, on aimerait bien, hein, parce que la Basse-Californie, on adore vraiment aussi. Hein. C'est vraiment une autre région très intéressante. Extension Guatemala, oui, bien sûr. On a d'ailleurs, on a beaucoup ce voyage du Chiapas avec l'extension Guatemala, où on passe au niveau de la frontera Corozal, on bascule sur Tikal notamment, voilà, et puis ensuite on bascule sur Antigua, etc. Donc oui, on a la possibilité de le coupler avec le Guatemala. Ça va très bien ensemble d'ailleurs. Quelles sont les bonnes saisons pour aller visiter le Chiapas? Le Chiapas, je visite toute l'année. Hein. Honnêtement, il n'y a pas de saison hyper marquée comme dans le Yucatan ou dans d'autres régions du Mexique. On a une légère saison de pluie, mais c'est très léger. C'est vraiment une région qui se visite toute l'année. Il y a juste une petite chose, c'est que l'hiver, il faut quand même prévenir les voyageurs qu'à San Cristobal, on a un microclimat, il fait froid, c'est en altitude, et qui prennent des vestes chaudes. Même si dans le reste du voyage, ils vont avoir chaud. On va avoir vraiment deux climats. Pour ceux qui voyagent l'hiver, ça va être criant parce que un jour, ils vont avoir… En fait, ils passent vraiment du climat tropical, climat tempéré et climat froid, peut-être même dans la même journée. Donc voilà, juste prévenir les voyageurs qui voyagent l'hiver de se couvrir. La durée recommandée pour la boucle que je vous ai présentée, c'est 10 jours à peu près. On peut le faire de manière un peu plus rapide, mais pour bien profiter, on va partir sur une dizaine de jours. Comme ça, on a vraiment au moins 2 nuits par étape, 1 à 2 nuits par étape, ça dépend. Mais voilà, pour pas avoir non plus la sensation de bouger tous les jours. Est-ce possible de… Sans compter Mexico? Ah oui, c'est sans compter Mexico. Donc, nous, en général, on couple le Chiapas comme ça avec une arrivée à Mexico City. Voilà, 3 jours à Mexico City, puis ensuite, on bascule dans le Chiapas. Après, on revient à Mexico City. En général, c'est comme ça qu'on inclut le Chiapas, enfin, dans cette boucle en tout cas. Et c'est super intéressant parce que Mexico City, il y a le musée d'anthropologie qui est magnifique pour le coup. Et du coup, qui nous permet d'avoir une introduction au monde précolombien avec les salles mayas. Et du coup, ça permet d'arriver dans le Chiapas avec déjà une introduction, avec une vision un petit peu du monde préhispanique finalement. Donc c'est super intéressant de commencer par Mexico. Est-ce possible de faire un combiné Yucatan et Chiapas sur 2 semaines? Alors ça, c'est toujours la question où on dit oui, on dit non. Ça dépend. Moi, honnêtement, en 2 semaines, je trouve ça hyper short. C'est la course, on court partout et finalement, on voit tout, mais rien à la fois parce qu'on n'a pas le temps vraiment de profiter de chaque endroit. Donc, pour les gens qui veulent faire la boucle de Chiapas plus Yucatan, moi, je recommande quand même 3 semaines. C'est mieux. Sinon, c'est vraiment la course. Il y en a qui le font, voilà, ça dépend vraiment de la capacité. Ça dépend si les gens veulent se reposer en vacances, quand même, qui veulent avoir des stops. Mais c'est possible. Mais du coup, on ira que jusqu'à Palenque. Palenque, peut-être faire une halte à ce ranch, la finca dont je vous ai parlé. Pourquoi pas pousser jusqu'à Yaxchilan-Bonampak, mais du coup, on n'ira pas jusqu'à Las Guacamayas, Las Nubes, tout ce dont je vous ai parlé plus tôt. Vous recommandez au moins de parler espagnol, ou on peut en base d'espagnol et se débrouiller juste avec l'anglais. Alors, dans certains endroits, comme je vous le disais, des fois, la première langue, ce n'est même pas l'espagnol. C'est le maya ou leur dialecte local. Donc, des fois, même l'espagnol, c'est pas leur première langue, ils le parlent pas très bien. C'est marrant parce que du coup, quand on parle avec eux en espagnol, on se rend compte que c'est pas leur langue native parce qu'ils le parlent comme un étranger, comme nous en fait. Quand on est là, ils parlent pas très bien. Donc l'anglais, je vous avoue que oui, dans certaines régions reculées, c'est quand même compliqué. Mais bon, après, honnêtement, avec des signes, voilà, on arrive toujours à communiquer entre 2 humains. Il y a toujours une possibilité de pouvoir communiquer. Si les personnes sont aventurières et aiment les échanges avec les locaux, elles trouveront le moyen de communiquer. Combien d'heures de vol depuis Mexico? Peut-on visiter le Chiapas comme premier voyage au Mexique? Oui. C'est une très belle région, même pour un premier voyage. C'est juste que bon, comme on n'a pas les Caraïbes, il y a certaines personnes, voilà, pour qui la plage c'est important. Voilà, on va pas retrouver ce genre de paysage dans Chiapas. Mais nous, sinon, ce qu'on propose aussi, il y a 2 choses. On a la possibilité d'arriver à Tuxtla, de faire la boucle du Chiapas en 10 jours.
Et après, de faire une extension balnéaire. Nous, ce qu'on propose de temps en temps, après, c'est de bifurquer. Donc, par exemple, de Palenque, au lieu de partir à Villahermosa et de rentrer à Mexico City, ce qu'il est possible de faire aussi, c'est de continuer, donc en passant par Tabasco, comme on l'a vu, Campeche, et de faire une extension, par exemple, à Bacalar, et ensuite après prendre un vol sur Chetumal ou à Cancun, ou faire une extension à Tulum, voilà. Donc du coup, ça c'est possible aussi, hein, de faire un circuit guide chauffeur, par exemple, toute la boucle que je vous ai présentée, et ensuite terminer par 2-3 jours de détente à la lagune de Bacalar, la lagune aux 7 bleus, qu'on adore aussi, et du coup voilà, terminer par un séjour détente. Combien d'heures de vol depuis Mexico? On est sur des petits vols, hein, on est sur à peu près 1h30 de vol. Les formalités d'entrée. Donc, au Mexique, au Chiapas, je vais répondre de manière générale. Les formalités d'entrée au Mexique, donc il n'y a pas besoin de visa. Il n'y a pas besoin de visa. Il faut juste que le passeport ne perde pas sa validité dans les 180 jours. Ça, c'est important parce que c'est le temps qu'on dispose en fait sur le territoire mexicain en tant que touriste, c'est 180 jours, donc 6 mois. Et du coup, il faut que le passeport n'expire pas dans les 6 mois qui viennent. Donc ça, c'est important. Pas de formalité particulière. Juste important pour les gens qui transitent par les États-Unis de penser à l'ESTA. Et voilà, pas de particularité. On conseille quelques vaccins, la rage, l'hépatite B. Et pourquoi pas la fièvre jaune, même s'il n'y a pas de cas de fièvre jaune comme en Colombie, mais bon, ça mange pas de pain comme on passe par la jungle. Les plats typiques du Chiapas sont-ils différents des autres dans le reste du Mexique? Oui, alors chaque région au Mexique a ses spécialités culinaires et du coup c'est vraiment hyper intéressant. D'ailleurs, la gastronomie du Mexique est classée au patrimoine mondial de l'humanité, de l'UNESCO. C'est une variété incroyable. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. On a pendant le confinement, vous vous doutez que c'est difficile pour les réceptifs et pour les pays qui n'ont pas les avantages de la France, comme le chômage partiel et toutes les aides de l'État. Nous ici, il y a pas, ça n'existe pas. Donc zéro aide. Du coup, en fait, on a organisé des visites virtuelles. Il y a le lien que vous voyez en haut. Et en fait, ce sont des visites virtuelles avec des guides locaux et ça nous permet de continuer à faire travailler les guides locaux pendant le confinement et de continuer à conserver les emplois dans notre agence de voyage pour survivre pendant cette crise. Voilà. Du coup, c'est des visites virtuelles si vous avez envie d'approfondir vos connaissances sur le Mexique. Donc, ça coûte seulement 8 € par visite, le prix d'un ticket de cinéma. Et du coup, c'est pour autant de personnes que vous souhaitez. Je vous le recommande vraiment. Et d'ailleurs, on a un thème sur la gastronomie ce week-end avec notre guide francophone Anilou. C'est une pépite, on l'adore, elle est vraiment géniale. Et du coup, on a différentes thématiques. Ce week-end, on a notamment la gastronomie mexicaine qui sera au rendez-vous. Donc, passionnant, on va voir ça par région. Et on a aussi une autre thématique, donc c'est l'Empire français qui a occupé le Mexique, voilà, pendant un petit moment. Donc, intéressant, l'Empire de Maximilien et Charlotte envoyé par Napoléon III. Donc, ça, c'était pour la petite parenthèse, parce que je vois qu'on parle de gastronomie. Quel budget faut-il compter pour un circuit dans le Yucatan pour comparer avec le Chiapas? Alors encore une fois, ça dépend vraiment du niveau de confort que les personnes souhaitent au niveau des hôtels notamment, parce que sur les hôtels, voilà, on a de tout dans le Quintana Roo. Désolée, il y a ma chienne qui fait des bêtises. Maca, elle fait des bêtises à son nuit. Du coup, oui, ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment parce que dans le Yucatan, on a vraiment des prix qui vont une chambre de 100 € à 400, 500 $ la nuit, jusqu'à 1000 $ la nuit. Donc, en fait, ce qui va déterminer le budget dans le Yucatan, c'est vraiment le confort des hôtels qu'on choisit. Voilà, ça peut être de 100 € par personne et par jour jusqu'à 180, 200 € par jour et par personne. Voilà, donc ça dépend. As-tu une vision pour la reprise du tourisme au Mexique? J'aimerais. J'aimerais. Nous, on est en confinement jusqu'au 30 mai. Voilà, donc du coup, il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises dans le pays, notamment dans le Yucatan et le Quintana Roo pour vraiment pas affecter le tourisme et pour être prêt au moment où le tourisme reprend. Donc tous les endroits vraiment touristiques se sont vraiment bien protégés. Ils n'ont pas du tout attendu que le gouvernement prenne des décisions. Ils sont vraiment protégés et ils ont fermé tous les hôtels, les sites, les îles. L'île d'Olbosch a pris des décisions drastiques dès qu'on a entendu parler du coronavirus. Ils ont fermé l'île pour vraiment avoir aucun cas
Donc, du coup, on espère, dès que la situation en Europe se stabilise, on espère que nous aussi. Merci pour vos messages de soutien en tous les cas. Si vous voulez soutenir les guides, n'hésitez pas à partager autour de vous ces visites virtuelles parce que c'est vraiment un projet qui a vocation à continuer à faire travailler les guides qui n'ont pas d'aide et conserver les emplois. Où en sont les sargasses? Les sargasses, on n'est pas, il y en a pas trop en ce moment. Vous avez des webcams en direct, si vous voulez, je vous enverrai un petit lien. Je vous enverrai un petit mail si ça vous intéresse après la présentation. Il y a un lien avec les webcams où vous pouvez voir en direct les plages du Mexique, mais en tout cas, en ce moment, il n'y a pas de sargasses. Mais bon, les sargasses, en ce moment, c'est le dernier de nos soucis, j'ai envie de dire. Je préférais avoir des sargasses et pas de coronavirus. Parce que le Mexique, ce qui est génial, c'est même s'il y a des sargasses, franchement, ce pays est passionnant. Même la péninsule du Yucatan. Enfin, on a des cénotes, on a des lagunes naturelles. Enfin, même s'il y a des sargasses sur les plages, honnêtement, le Mexique, il a trop de choses à faire pour pas venir juste pour les sargasses, honnêtement. Enfin, il y a 1001 manières de promouvoir le Mexique sans la plage. Travailles-tu à des Théo? Oui, et nous sommes tout à fait ouvertes à certains partenariats si vous êtes intéressés de travailler avec nous et de promouvoir le Mexique de manière différente. On serait vraiment très heureuse de travailler avec vous sur des offres personnalisées aussi, des circuits. On propose des circuits aussi en gire. Des petits gyres, voilà. On n'est pas sur des gyres en gyre, mais on propose aussi en co-remplissage notamment avec plusieurs agences, pour essayer de travailler ensemble sur des gyres ou sur des circuits individuels. Donc, si vous êtes intéressés, avec plaisir. Bon, si vous avez plus de questions, j'espère que la visite vous a plu. Comment vous êtes-vous lancé? Du coup, on s'est lancé à l'aventure. On a vendu notre premier voyage, si vous voulez tout savoir. On a vendu notre premier voyage comme ça, un petit peu au culot sur Facebook, des gens qui cherchaient une agence de voyage. Et nous, on a proposé les services de Mexico. On n'avait même pas de site internet à l'époque, on avait un PDF. Et on a créé notre premier voyage. Donc, c'était vraiment marrant parce que moi, j'ai un bagage assez digital. Je travaillais en agence digitale et pour des stations ski dans les Pyrénées. Et mon associé aussi est juste digital. On n'avait pas du tout d'expérience dans le tourisme, mais la passion a tout fait finalement, parce qu'avec la passion, on déplace des montagnes. Et du coup, on a vendu un voyage, puis 2, puis 3. Et puis en fait, on a lancé une agence de voyage sans même s'en rendre compte. Et on adore promouvoir ce pays, on s'en lasse pas. Et j'espère qu'on arrivera à faire du tourisme responsable. J'espère qu'on arrivera vraiment, c'est notre vocation à promouvoir un tourisme différent, à montrer des endroits différents du Mexique, à changer l'image du Mexique, à vraiment faire évoluer les choses dans le bon sens, à faire du volontariat, à pousser les gens dans leur retranchement et à changer leur manière de voyager. Je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui. C'est vraiment notre mission et c'est pourquoi on se lève tous les matins. Doit-on boire de l'eau en bouteille? Oui, l'eau n'est pas potable au Mexique. Attention, si on veut éviter la tourista, c'est super important de boire de l'eau en bouteille. Nous, pour éviter d'acheter des bouteilles en plastique, pour acheter des bouteilles en plastique, on offre une gourde thermo qui conserve l'eau fraîche. Et en fait, on sélectionne les hôtels qui ont des fontaines à eau dans l'hôtel, des fontaines d'eau potable. Donc ça permet en fait de pallier le souci de l'eau potable et d'éviter d'acheter des bouteilles en plastique. Donc on donne un thermo aux voyageurs et on sélectionne les hôtels qui fournissent des fontaines et des fournisseurs aussi d'excursions qui proposent de faire un refill, un remplissage des thermos. Oui, nous avons une licence. Nous sommes inscrites, oui, nous sommes tout à fait légales, bien entendu. Nous avons assurance, licence, on a tout ce qu'il faut, on est tout en règle. On est certifié au secrétariat du tourisme, on est assuré, on est légal, on facture. Enfin voilà, on est bien. J'ai vu sur votre site que vous avez une programmation Basse-Californie. Comment prospectez-vous sur place sans bureau local? On voyage sur place. On voyage sur place beaucoup. On voyage en Basse-Californie, dans tout le pays. C'est super important pour nous parce qu'on teste vraiment toutes les expériences avant de les vendre. C'est vraiment hyper important pour nous de connaître les guides avec lesquels on travaille, de s'assurer de la qualité, de s'assurer aussi qu'ils collent avec notre vision du voyage, qu'ils vont partager. Par exemple, en Basse-Californie, on travaille avec un partenaire qui est vraiment passionné
de la protection des baleines. Du coup, notre whale watching, notre observation des baleines, en fait, vous participez avec des biologistes marins à sonder, écouter les baleines, les répertorier. Enfin, vous êtes vraiment en mode protection des espèces. Du coup, on s'assure vraiment que les partenaires ont la même vision que nous et qu'ils vont partager ça aux voyageurs. C'est super important. On travaille pas avec n'importe qui. Et du coup, voilà, on voyage beaucoup. Pourras-tu nous donner le contact de l'OT du Mexique? Plus rien à Paris, j'ai besoin de photos. D'accord, très bien. Bah, je vous donnerai ça dans mon petit mail. La passion des places des montagnes et votre passion nous donne envie de sauter dans un avion pour découvrir cette belle région qu'est le Chiapas. Bon, pas tout de suite. On attend la fin de la crise sanitaire. Un énorme merci pour votre formation et pour votre engagement auprès de la destination. Bah, merci beaucoup. Je suis très contente. Je suis émue. Merci beaucoup parce que j'adore vraiment cette région et on est vraiment passionnés chez Mexico par le voyage. Donc, merci à tous d'avoir participé. On va vous laisser en vidéo. Je vais vous partager une petite vidéo qu'on a fait lors de notre dernier voyage dans le Chiapas. Comme ça, je termine de vous convaincre. Voilà, c'est vraiment une chouette vidéo qu'on a réalisée sur notre voyage dans le Chiapas avec plein de belles images. Donc, on se laisse sur cette vidéo. Et du coup, quand la vidéo sera terminée, le webinaire sera terminé. Donc, voilà, merci à tous. Merci à tous d'avoir participé, de vous intéresser à ce beau pays et cette belle région qu'est le Chiapas. Je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Dos, tres.